Actualité Covid-19 au Burkina, la question de la vaccination était abordée ce matin lors de la 8e session du Comité national de gestion de la pandémie. Le Premier ministre, qui a présidé la rencontre, a fait cas par ailleurs d'une possibilité de rouverture des frontières terrestres. Un espace créé pour les étudiants, la foire universitaire et scolaire de Ouagadougou-Fuso. La 3e édition a lieu en ce moment. L'innovation technologique et l'entrepreneuriat de la jeunesse sont mis en exergue en ce moment donc pour de meilleures opportunités. Et puis au Mali, oui, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a déjà commencé hier. Selon une stratégie de mise en place, les premiers concernés sont les personnes âgées de plus de 60 ans, celles risquant fortement de perdre la vie, et le personnel soignant. Près de 400 000 personnes uniquement dans la capitale de Bamako, donc dans la capitale Bamako, seront vaccinées. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est arrivé cet après-midi à Niamey au Niger, où il prendra part à la cérémonie d'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum, investiture prévue demain au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, élu à l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier, avec un taux de 55,75% des voix. Mohamed Bazoum va prêter serment devant le Conseil constitutionnel pour un mandat de 5 ans. Et avant de quitter Niamey le Burkina pour Niamey ce matin, donc, le président du Faso, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a reçu en audience le président de la Cour de justice de l'Union, Daniel Amangouin Tessougué. Les échanges ont porté sur la vie de l'Union. Selon le président de la Cour de justice, son institution rencontre des difficultés d'ordre matériel qui impactent son fonctionnement. Nous vous proposons un extrait de sa déclaration à sa sortie d'audience. Nous sommes venus rencontrer le président du Faso pour le féliciter pour son élection comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Ça s'est fait récemment lors du dernier sommet. Et échanger un peu avec lui sur des questions majeures qui intéressent la vie de notre communauté ensemble. Et également lui présenter nos civilités. Parce que depuis mon élection à la tête de la Cour de justice, nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Nous sommes venus un peu partager certaines préoccupations avec lui. Le juge, dans son indépendance, ne reçoit pas d'ordre, ne reçoit pas d'injonction. Mais il y a des problèmes particuliers qui peuvent se poser à la Cour de justice. Par exemple, quant à la diffusion du droit communautaire qui intéresse chaque citoyen de l'UEMOA, il faut avoir des outils aujourd'hui pour que ce droit soit diffusé le plus largement possible. Et ça entraîne des coûts. Or, nous traversons une crise avec la pandémie que nous connaissons tous, qui impacte négativement sur nos économies. Donc on a un peu discuté de la façon de faire pour que nous puissions diffuser le plus largement possible par des outils didactiques le droit communautaire qui va beaucoup intéresser chaque citoyen de la communauté. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et comme le disait ma prédécesseure à l'époque, on l'a considéré toujours comme étant l'avocat de la Cour auprès de l'UEMOA. Donc si l'avocat devient le président de la commission, de la conférence des chefs d'État, je crois que nous sommes à bonne enseigne. 8e session aujourd'hui du Comité national de gestion de la pandémie du Covid-19. Cette rencontre présidée par le Premier ministre avait pour objectif de faire le point des avancées de la riposte contre la pandémie, également de donner des orientations sur une meilleure gestion de la deuxième vague de recrudescence au Burkina. La question de l'ouverture, de la rouverture des frontières, et celle du vaccin contre la maladie ont également été abordées. Maxime Jeune Bambara. Pour cette 8e session du Comité national de gestion du Covid-19 présidé par le chef du gouvernement, il est question de faire le point des avancées de la riposte contre la pandémie depuis son apparition au Burkina Faso.
Il s'agira également, selon Christophe Dabiré, de donner des orientations pour éviter que la deuxième vague de recrudescence ne débouche à une sorte de catastrophe nationale. Au stade actuel de la mise en œuvre de notre plan de riposte, il y a des questions importantes sur lesquelles il faut que nous puissions opiner. Il s'agit de la perspective de réouverture des frontières terrestres de notre pays, parce qu'aujourd'hui la question se pose avec une certaine acuité, mais nous ne devons pas céder à la pression dans la mesure où nous constatons que dans d'autres régions, les gens sont en train de revenir à une sorte de confinement de leur population. Est-ce l'occasion pour nous de dire, étant donné que les chiffres sont en train de baisser au Burkina Faso, nous allons ouvrir les frontières parce que nous sommes béatement satisfaits de la qualité de notre réponse face à cette situation-là. Ça, c'est la première question et je pense que nous allons ensemble réfléchir assez rapidement sur la question et proposer quelque chose à la décision du président du Faso. À cette session du Comité national de gestion du Covid-19, les échanges porteront également sur la question du vaccin contre le Covid-19. Pour le chef du gouvernement, il est important d'évaluer sereinement la situation et faire des choix objectifs qui correspondent aux réalités actuelles du pays. Nous savons que la vaccination est un passage qui permet, que ce soit pour cette pandémie-là ou pour d'autres maladies, c'est un moyen efficace d'arrêter la propagation des différentes maladies et que de ce point de vue, il convient que nous réfléchissions sereinement sur cette question-là. Et également, nous allons en parler avec le président du Faso qui, bien évidemment, va donner des orientations pour la finalisation du processus que nous avons amorcé avec l'ensemble de la communauté internationale. Le Comité national de gestion de la pandémie a également félicité et exhorté les partenaires techniques et financiers à plus d'engagement pour bouter la maladie hors du Burkina Faso. Le comité a félicité les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le Burkina Faso depuis le début de la riposte contre la pandémie et a souhaité que les partenaires s'engagent de plus pour que nous puissions faire en sorte que la maladie soit bien maîtrisée et que nous puissions évoluer progressivement vers la riposte définitive de cette maladie du Burkina Faso. On note certes une tendance baissière de la courbe de l'évolution de la pandémie ces derniers mois, mais pour le chef du gouvernement, l'on doit avoir le triomphe modeste et redoubler de vigilance dans le respect des mesures barrières. Hier mercredi 31 mars, publication du site internet et du numéro vert de la Commission nationale des droits humains CNDH. L'institution en charge donc de la promotion des droits humains au Burkina veut se faire connaître davantage. On en parle avec Michael Toukri. C'est désormais officiel, la Commission nationale des droits humains du Burkina Faso dispose d'un site internet et d'un numéro vert gratuit. Ces deux instruments de communication ont été présentés ce mercredi. Pour le président de la Commission nationale des droits humains, l'objectif est de se rapprocher de la population. Cette faiblesse dans le positionnement stratégique résulte de la méconnaissance de l'institution par les destinataires de ces actions, notamment les porteurs de réclamations, les victimes de violations des droits humains, les pouvoirs publics et les populations de manière générale. Dans le souci, d'une part, de rapprocher l'institution des populations et de rendre plus visibles ses actions, et d'autre part, de faciliter sa saisine par les porteurs de réclamations à travers les technologies de l'information et de la communication, donc les TIC, la CNDH s'est dotée d'un site internet et d'un numéro vert accessible au public. Et pour bénéficier des services de la Commission nationale des droits humains, il vous suffit de composer le 80 0012 94 ou aussi taper le www.cndhburkina.bf, un site internet qui présente la CNDH et permet aussi aux usagers de saisir l'institution en cas de violation des droits humains. Désormais, les populations ont la possibilité de saisir la Commission par appel au numéro vert gratuit, par mail, par Facebook, et le site web qui offre une opportunité de saisine en ligne et de dénonciation des cas de violation des droits humains. Saisissant ainsi l'opportunité qu'offre l'éthique, notre institution a pris le pari de faire du site web un outil pour informer sur ses activités, les résultats de ses interventions et offrir aux usagers un moyen pour saisir la Commission pour toute allégation de violation de droits humains, ce qui améliorera certainement la mise en œuvre de ses attributions et renforcera sa visibilité sur le terrain de la quête de l'effectivité des droits humains. La réalisation de ces deux outils de communication de la CNDH a bénéficié de l'appui financier et technique de l'Union européenne.
Et comme je vous l'ai dit en titre, c'est parti pour la 3e édition de la foire universitaire et scolaire de Ouagadougou-Fuso. Ce rendez-vous sert de plateforme d'opportunité pour les jeunes dans les secteurs de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat. Secteur très porteur en ce moment. Cérémonie d'ouverture hier mercredi à l'université. Professeur Joseph Kizerbo, Sheriff Yanogo avec la voix de Maxime Jodbombara. Créée en 2018, la foire universitaire et scolaire de Ouagadougou-Fuso a pour objectif de permettre aux élèves et étudiants d'entreprendre et de libérer leur génie créateur. Cette foire, qui a ouvert ses portes ce mercredi 31 mars, se veut un cadre d'expression et d'échange entre les innovateurs. Toute chose qui, selon l'ancien ministre de l'Environnement, Nestor Bassière, patron de cette 3e édition, peut susciter chez les élèves et étudiants l'envie d'entreprendre. Vous savez, l'emploi, c'est la question fondamentale pour tout enfant, pour tout jeune qui, dès son instruction à l'école, c'est à la fin de ses études, c'est de trouver un emploi. La question fondamentale est qu'au Burkina Faso, pour la plupart des pays africains, il va falloir que l'on change de vision. En se disant, on peut aller à l'école sans être forcément employé par l'État. Le message que moi j'ai à l'endroit des jeunes, c'est de pouvoir oser entreprendre, oser s'engager, parce que tout est possible. Selon le coordonnateur du club estudiantin pour l'innovation et le développement durable, Barnabé Gansonré, 2 constats ont motivé le lancement de ce projet. Le premier était que pendant longtemps, on nous a servi l'idée selon laquelle il faut finir les études, avoir les diplômes avant de penser au boulot. Aujourd'hui, nous, on estime que ce langage est révolu et qu'il faut allier études et esprit entrepreneurial. Le second volet, c'est que on a remarqué qu'on était un peu dominé du point de vue sous-régional par des modèles de réussite de développeurs de start-up. Donc nous, on s'est dit pourquoi ne pas mettre l'accent sur les jeunes start-upers burkinabés qui ont aussi du génie en eux, mais qui manquent de cadre d'expression pour la valorisation de leur savoir-faire. Donc ce sont ces 2 constats qui nous ont permis de mettre en place le projet de la foire universitaire scolaire de Ouagadougou. Pour cette 3e édition, le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, Bruno Dipama, a pris l'engagement d'accompagner les 10 meilleures start-up. Le développement, c'est aussi amener les jeunes à s'auto-employer par l'entrepreneuriat. Et quand vous voyez la thématique de cette 3e édition de la FUSO, je pense que on peut raisonnablement présumer que avec cette initiative-là, nous pourrons faire quelque chose. Quand vous voyez une telle initiative, je pense que pour quelqu'un qui est accoutumé des parrainages, il ne peut que s'embarquer pour soutenir une telle initiative. La foire universitaire et scolaire de Ouagadougou, qui se déroulera jusqu'au 3 avril prochain à l'université Joseph Kizerbo, sera marquée par des expositions et des conférences publiques. Dans la suite de l'actualité ce soir, la Direction générale de la police municipale a procédé ce 1er avril à la restitution d'une dizaine d'engins volés puis retrouvés. Une opération de saisie au niveau des différents carrefours de la ville de Ouagadougou a rendu possible cette restitution donc des biens à leurs propriétaires. Image Sheriff Yanogo avec la voix de Mametrena Kamabou. Ce sont 7 engins volés qui ont été retrouvés par les éléments de la police municipale de Ouagadougou. Des engins mis en fourrière au cours de ces contrôles entre le 15 et 30 mars dernier. Ceci dans le cadre de son programme de sécurisation de la ville. La police municipale a donc procédé à leur restitution dans la matinée de ce 1er avril. Cette opération rentre dans le cadre de nos opérations de contrôle contre les infractions au cours de la route. Pour le mois de mars plutôt, nous avons fait au total 450 engins mis en fourrière. Et après contrôle, on a aussi avéré qu'il y a 7 qui sont déclarés, volés. Et sur les 7 là, nous avons pu toucher les 6 personnes. Et il y a une personne du nom de Badini Bourema. Dans les bases de données, il n'y a pas de contact précis comment l'engin a été volé. Pour les 6 autres, on a pu les contacter par les numéros et on sait là-bas comment est-ce que l'engin a été volé. Jusqu'à présent, c'est la 7e personne qu'on n'a pas. Et son numéro également ne donne pas. Voilà un peu comment ça se passe. Pour revenir peut-être à nos interventions, c'est essentiellement le contrôle du code de la route, les infractions au code de la route, ce qui a amené à se retrouver ce résultat des 7 engins volés.
Tout heureux de retrouver son engin, Mathias Sawadogo n'a pas caché sa joie et remercie grandement la police municipale pour le travail qu'elle abat au quotidien. J'étais allé voir un ami à Kilouan. C'est de là qu'un ami m'a appelé pour que je le dépanne. Quand j'ai pris l'appel, après je me suis retourné et je ne retrouvais plus mon engin. Vraiment, je ne saurais expliquer ce qui s'est passé. Je n'y croyais pas. Je remercie la police municipale pour le travail abattu. Mes amis m'ont conseillé d'aller faire une déclaration. C'est ce qui m'a sauvé. Le directeur de la police municipale invite par ailleurs les usagers à une franche collaboration et plus de vigilance. Il demande également à la population de faire des déclarations de perte à la police lorsqu'elle est victime de vol. 4e semaine régionale du Conseil régional du Centre, le lancement des activités a été effectif mardi dernier en présence du président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé, président de cette 4e édition qui s'intéresse à la résilience dans la cohésion sociale pour un développement durable. Les activités se tiennent du 27 mars donc au 5 avril prochain. Yassine Sawadgo. C'est à la place du défilé du 11 décembre de Kaya que se tient la semaine régionale du Centre-Nord. Entre autres, des activités culturelles, sportives et une foire agro-silvopastorale sont au rendez-vous à cette 4e édition. Pour le président du Conseil régional du Centre-Nord, par ailleurs président du comité d'organisation de la semaine régionale, vu la situation sécuritaire que le Burkina Faso en général et la région du Centre-Nord en particulier traverse, il est important d'organiser une telle activité pour montrer à la face du monde que la région du Centre-Nord est encore fréquentable. Vous souviendrez que des millions de déplacés, les gens non seuls habitent la moitié. Et ces grandes villes ont été pratiquement doublées. Et comme tout le monde sait, les difficultés déjà qu'on a dans nos villes, cet accroissement a engendré encore d'autres difficultés encore plus grandes. Les questions d'eau, les questions de nourriture, les questions de santé, les questions d'éducation, toutes choses ont été rendues très difficiles. Et la cohésion sociale a été mise à rude épreuve. C'est pourquoi le Conseil régional, l'ensemble des conseillers régionaux et les populations, nous avons estimé qu'il était bon de faire en sorte que nous puissions nous retrouver autour d'un certain nombre d'activités afin de montrer à la face du monde entier que le Centre-Nord est encore fréquentable, le Centre-Nord est encore vivable. La ministre déléguée chargée de la décentralisation représentant le parrain est revenue sur les thèmes de cette édition qui appelle les fils et filles de la région à un bon vivre ensemble. Le thème de cette 4e édition, je cite, « Cohésion sociale et résilience pour un développement durable » est interpellateur à plus d'un titre au regard de la situation sécuritaire que vit la région du Centre-Nord. En tant que président de cette cérémonie, je voudrais féliciter et encourager l'ensemble des acteurs de développement, les humanitaires qui multiplient les stratégies d'intervention pour venir en assistance aux populations désemparées et désespérées. Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale et patron à cette 4e édition de la semaine régionale du Centre-Nord, a procédé à la coupure du ruban de la foire régionale. Il s'est dit très heureux de la tenue de cette activité qui va sans doute permettre de promouvoir les potentialités de la région. Au cours de cette semaine, vous avez vu qu'il y a des activités sportives, des activités culturelles. Et là, nous sommes sur le site de la foire, une foire agro-silvopastorale, qui permet de mettre en exergue la production au niveau de cette région. Nous avons vu qu'au niveau de la région du Centre-Nord, la population est essentiellement agricole et fait un peu de l'élevage. Également l'artisanat, parce que, comme on le dit, principalement la capitale de la région est la capitale des cuirs et peaux. Et donc pour nous, c'est une façon d'apporter notre soutien à cette initiative et d'encourager les acteurs, aussi bien au niveau de l'agriculture, de l'élevage qu'au niveau de l'artisanat. Rappelons que la 4e édition de la semaine régionale du Centre-Nord se tient du 27 mars au 5 avril 2021 à Kaya, chef-lieu de la région.
Une vie meilleure, au moins financièrement, attend Amado Tondé. Il est le grand vainqueur du PMUB du 21 mars dernier. Au 4+1, le parieur a décroché la somme de près de 90 millions de francs CFA, montant dont il a reçu le chèque aujourd'hui des mains donc de la Direction générale de la LONABE. C'est en présence de notre reporter Michael Tugri. Il a effectué une mise de 1200 francs CFA au 4+1 du 21 mars dernier. À l'arrivée, Amado Tondé empoche la somme de plusieurs dizaines de millions de francs CFA, soit exactement 81 922 000 francs CFA. Et il y a de quoi afficher un sourire après avoir remporté ce gros lot PMUB. L'argent que je viens d'obtenir, je vais créer beaucoup d'emplois avec. J'avais l'habitude de gagner, mais pas de grosses sommes, rien que de petites sommes. J'ai également un garage et je compte le développer. Son chèque lui a été remis ce jeudi des mains du directeur général de la LONABE, entouré de ses proches collaborateurs. Il rejoint ses éminents prédécesseurs dans le club des gros millionnaires de plus de 50 millions de francs. L'année 2021 se poursuit sous de bons auspices en termes de gros millionnaires et cela devrait constituer un bon stimulant pour jouer. À l'endroit de notre heureux millionnaire du jour, je voudrais lui souhaiter d'en faire bon usage. Que notre millionnaire puisse faire fructifier davantage son gain à travers des projets et des investissements judicieux porteurs de croissance. Pour cette année 2021, en seulement 3 mois, Amado Tondé est le 4e gagnant d'un gros lot à la LONABE. Avec ce gros lot remporté, notre heureux gagnant compte investir dans un projet de développement. Dans le reste de l'actualité, le Mali a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 hier mercredi. Réceptionné le 5 mars dernier, les 396 000 vaccins de AstraZeneca seront administrés en premier lieu au personnel soignant, aux personnes âgées de plus de 60 ans et à celles à risque, selon la ministre de la Santé. 210 046 personnels donc socio-sanitaires, tous secteurs confondus, et 52 612 personnes âgées de 60 ans ou plus sont entre autres attendues donc pour être vaccinées. Cette première phase de la campagne concerne uniquement la capitale Bamako. Correspondance de Borema Soulou. Après de longues semaines de doutes, les autorités maliennes ont finalement lancé la campagne de vaccination. Et c'est le vaccin AstraZeneca, entre-temps mis sous observation, qui est utilisé. Parmi les premiers vaccinés, les professeurs Brema Diallo et Akori Ak-Ikinan. Je suis très content d'avoir été vacciné et tout se passe bien, comme vous le voyez. Il faut que la vaccination puisse toucher le maximum de personnes que possible parce que tout le monde doit être vacciné pour que tout le monde soit immunisé. Je viens de me faire vacciner, voilà mon carnet de vaccination. Et donc, d'abord la vaccination se fait dans les deltoïdes. Elle est indolore, ça ne fait pas du tout mal et ça fait pratiquement plus de combien de minutes. Je n'ai aucun signe, aucun effet secondaire. Donc j'appelle les Maliens, ceux qui sont encore sceptiques, de se faire vacciner. Vacciné aussi, Baptiste Jean-Pierre est le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Il explique que dans plus de 80% des cas, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun effet secondaire. On va laisser toutes les personnes vaccinées 5-10 minutes pour essayer de surveiller s'il y a des effets ou pas. Mais dans 99,99% des cas, il n'y a rien de spécial. Hein. Première vaccinée pour cette campagne, la ministre de la Santé donne plus de détails sur la stratégie employée et le nombre de personnes et catégories ciblées. En ce qui concerne l'étape de Bamako, 21 046 personnes socio-sanitaires, publiques, privées, parapubliques, professionnelles, 52 614 personnes âgées de 60 ans et plus et 118 921 personnes vivant avec une comorbidité sont attendues pour être vaccinées. Pour atteindre ces cibles, 3 stratégies classiques seront utilisées. Il s'agit de la stratégie fixe dans les SRF, les SESCOM, la stratégie avancée pour les hôpitaux et les structures de santé et la stratégie mobile. Pour cette phase, 344 vaccinateurs, 516 volontaires seront mobilisés. Cette campagne va coûter à l'État et ses partenaires 294 millions de francs CFA. Dans la population malienne,
beaucoup émettent toujours des réserves sur le vaccin AstraZeneca qui a été source de nombreuses polémiques. En se faisant vacciner tout premièrement, les autorités maliennes ont toutefois rassuré sur la fiabilité de ce sérum. Et puis en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a effectué aujourd'hui sa première rentrée de classe après la session inaugurale du mardi dernier. La rentrée parlementaire solennelle de la deuxième législature, Troisième République, a été l'occasion pour le président de cette institution d'appeler les Ivoiriens au rassemblement dans la diversité. Actualité oblige, certains hommes politiques ont réagi à notre micro à propos de l'acquittement définitif prononcé par la CPI en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo donc, et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, correspondance de Yamba Cabré. Le fait que l'ancien président Laurent Gbagbo ait été en prison et hors du pays était une blessure pour une bonne partie de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre libre et il faut qu'il rentre sereinement, dans la paix. Et c'est à ce moment-là que l'on pourra construire une vraie réconciliation. La CPI a rendu hier une décision historique. Mais nous ne sommes pas étonnés parce que le dossier était vide. C'est tant mieux. C'est la fin d'un long procès inutile. Nous attendons de voir le président Laurent Gbagbo et son jeune frère Blé Goudé revenir en Côte d'Ivoire en famille et nous en sommes heureux. Nous espérons que cette décision est le point de départ d'un changement de comportement dans notre pays. L'essentiel, c'est que le président Laurent Gbagbo a été réhabilité et il a été blanchi. Et pour nous, c'est une grande victoire pour la démocratie, une grande victoire pour la justice. Le président Laurent Gbagbo, comme je dis, est un homme de paix. Et nous étions persuadés qu'il aurait été blanchi dans cette affaire. Et oui, c'est un gâchis, mais oui, ça fait partie de l'histoire. Je pense que le président Laurent Gbagbo lui-même, un homme averti, est allé même au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique tout entière qui est heureuse et je pense que très bientôt, il reviendra en artisan de paix pour consolider la réconciliation en Côte d'Ivoire. L'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé est pour nous comme un bouée de sauvetage, une bouée de sauvetage. Ce qui est important, c'est qu'il faut voir en cet acquittement l'espoir d'une nation en marche pour la réconciliation. Vous savez que Ouragayo, dont je suis le député maire, est la région d'origine du président Laurent Gbagbo. Donc mon bonheur, il est immense. Je suis tellement content que ma bouche renonce à vous peindre ma joie. Le président Laurent Gbagbo vient d'être jugé par la justice internationale qui l'a acquitté. Il faut tourner les regards de l'autre côté. Parce que quand il y a des victimes, il y a deux oppositions. Il y a une partie qui vient d'être jugée. Le regard va être tourné vers l'autre partie. Parce que quand on parle des victimes, on a l'impression que c'est un cas seulement. On dit que les éléments qui ont été produits ne concourent pas, ne sont pas suffisants pour établir cette infraction. Mais n'empêche qu'il y a eu 3000 morts. N'empêche qu'il n'y a pas que la seule infraction qui peut être retenue dans ce cadre. Mais en tout cas, nous disons que la Côte d'Ivoire a besoin d'aller à la paix, à la réconciliation. Mais on s'est réconcilié à deux. Il y a des victimes qui souffrent, des victimes qui pleurent. Pendant qu'il y avait la joie quelque part à Abidjan, il y avait la tristesse, la désolation ailleurs. Il faut que les gens comprennent qu'il y a 3000 personnes, 3000 de nos concitoyens qui ont perdu la vie, qui ont tout perdu. Et je pense, quand on n'a pas pu établir votre culpabilité dans un cadre pareil, il faut quand même comprendre, il faut avoir de la retenue dans la manifestation de cette satisfaction. Des propos donc recueillis par notre correspondant Côte d'Ivoire, Yamba Cabré. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h.